Eh bien, on va enchaîner immédiatement et je vais vous demander d'accueillir Thomas Hans, s'il vous plaît, directeur de l'information du Grand Paris. C'est nous le Grand Paris. C'est nous le Grand Paris. Alors déjà aussi, je voulais vous dire que je suis assez ému en fait de retrouver Jean-Paul Huchon. Alors je suis pas bien vieux, je suis relativement jeune, mais j'étais tout jeune collaborateur du ministre Maurice Leroy à l'époque où évidemment on a travaillé ensemble à la convergence qui a abouti à l'accord État-région du 26 janvier 2011 dont je vous parlais. Et pour ceux qui ont vécu cette période, je ne reviendrai pas sur du coup la vision et les fondamentaux puisque Jean-Paul vous en a parlé, mais je ne sais pas si on mesure ce qui a été fait en réalité par ces deux acteurs, notamment, mais pas que, hein, le comité de pilotage de l'époque rassemblait tous les patrons de départements, les patrons des grandes entreprises nationales implantées en Ile-de-France comme la SNCF, la RATP, etc. On ne mesure pas ce que c'était que l'Île-de-France d'avant et ce que c'est que le Grand Paris d'aujourd'hui. Et on ne mesure pas à quel point c'est précieux. En gros, on est passé d'un développement assez protéiforme et qui parfois pouvait aussi rouler un peu tout seul avec un État très jacobin, donc centralisé à Paris, des régions, une région, des départements, etc., qui chacun avait un champ de compétences. Mais en réalité, ce que l'accord État-région a rendu possible, au travers de tous les débats qui, depuis une dizaine d'années, commençaient à préfigurer ce que pourrait être une métropole mondiale, c'est le point de convergence de la vision. C'est-à-dire qu'en gros, pour la première fois dans l'histoire de France, on s'est tous mis d'accord sur une destination partagée. Le Grand Paris, c'est un point d'horizon vers lesquels nos actions doivent converger. Je dis même dans l'histoire de Paris, parce qu'en réalité, même Haussmann avait été très autoritaire lui aussi, sur la vision dont on l'oublie toujours, qui était, elle, portée par Napoléon III. Hein. Haussmann a été quand même un exécutant de très grande valeur d'une vision portée par Napoléon III à l'époque. Peut-être un petit point météo des chantiers, pour que vous ayez une idée de où on en est sur le Grand Paris Express. Je vous en ai parlé il y a un mois et demi à peu près. Depuis, les choses avancent vite puisqu'on est dans une année qui est une année exponentielle. Vous savez qu'en matière de projet, le papier est souvent plus lourd que le béton. Donc pendant 5 ans, il ne se passe pas grand-chose parce qu'on est dans les études, parce qu'on est dans les phases administratives, dans les enquêtes préalables, les enquêtes préliminaires, les enquêtes publiques. Et ce sont des choses qui laissent à penser aux gens que finalement, ça ne va pas se faire. En réalité, de 2011-12 jusqu'en 2015, on était dans les phases dites papier, et en même temps d'ingénierie, hein, évidemment. Maintenant qu'on arrive dans la phase béton, ça va à une vitesse considérable. On était à 95 chantiers à la fin de cette année, on est à 126 chantiers à date de la semaine dernière. Chantiers de génie civil, ce sont des chantiers qui sont extrêmement forts, extrêmement lourds. Sur le site de la Société du Grand Paris, sociétédugrandparis.fr, vous pourrez retrouver évidemment le point d'avancement à date de tous les chantiers. Donc cette carte, c'est le réseau Grand Paris Express en bleu. Sur la carte dont je vous parle, vous verrez ce qui est en génie civil et en travaux préparatoires, et vous constaterez que le génie civil se dessine à peu près partout sur la rocade 15 notamment, et que les préparatoires ont contaminé toute la partie 16, 17 et même 18. Donc tout ça avance à une vitesse considérable. Voilà. Tout à l'heure, juste Jean-Paul, c'est pas 200 000 voyageurs, c'est 2 à 3 millions de voyageurs jour pour le Grand Paris Express, ce qui est quand même considérable. Et c'est celui qui fait les transports qui va vous dire juste un petit mot pour conclure mon propos préliminaire. On parle souvent du Grand Paris Express, on parle souvent du Grand Paris des transports. Je voudrais vous dire 2 choses à ce sujet. La première chose, c'est que le Grand Paris est tout sauf un projet de transport. C'est une idée de convergence, de créer la ville de demain, de créer la... Alors ça, c'est le poncif, la ville de demain, Smart City, etc. Mais en réalité, le phénomène de départ qui était la métropolisation des économies, ou comment renforcer la place de Paris dans l'économie européenne et mondiale, nous a imposé à réfléchir sur le mode de fonctionnement de la ville et en même temps le mode de construction pour plus tard. Donc le Grand Paris, c'est tout ça, c'est pas qu'un projet de transport. Évidemment, c'est bien de faire le réseau de transport, c'est ce qui va rendre tout le reste possible. Si on ne fait pas ça, votre terrain de jeu sera extrêmement limité sur du diffus, sur des choses comme ça. Là, on crée quand même un élargissement du terrain de jeu des acteurs de l'immobilier qui devront prendre le relais après qu'on ait créé le chapitre des transports pour développer évidemment la ville de demain. La question est, est-ce qu'on arrivera, après avoir gagné le défi des transports, à gagner le défi d'un aménagement et d'un urbanisme qui soit vraiment à la hauteur des enjeux de la ville? Est-ce qu'on fera du diffus, est-ce qu'on bricolera, ou est-ce qu'on va ensemble poser des ambitions collectives? Alors ça tombe bien, il y a des promoteurs qui sont dans la salle et on pourra en parler. Et puis il faudra en parler avec l'État, avec les collectivités locales, mais réussir le Grand Paris, ce ne sera pas simplement de mettre le Grand Paris Express en service, ce sera de construire cette ville qui doit être
être soutenable, qui doit être intense, qui doit être dense. Le deuxième sujet que je voulais vous dire, c'est souvent qu'on dit, et je pense que pour beaucoup d'entre vous ce matin, vous avez pris les transports publics, pourquoi penser d'abord à demain avec un nouveau réseau alors même que c'est pas tous les jours rose dans les transports du quotidien. Alors d'abord, quand on va dans les grandes villes du monde, on s'aperçoit qu'on n'est pas si malheureux que ça en matière de transport public en Ile-de-France, et même c'est l'inverse. Le métro parisien est un réseau extrêmement performant, on peut, je crois, dire le plus performant du monde. Le réseau francilien, qui intègre les trams, les RER avec tout un système intermodal, est lui-même extrêmement performant, même si de temps en temps, c'est pas simple. La région Île-de-France plus l'État vont investir 62 milliards d'euros à horizon 2030 sur la question des transports publics. Le Grand Paris Express, c'est 38 milliards d'euros, 35 pour être précis. Et 35, parce que notre budget global c'est 38, mais le Grand Paris Express c'est 35, eu égard au fait qu'avec les 3 milliards qui restent, on contribue au deuxième sujet qui est les 24 milliards d'euros investis par la région Île-de-France pour moderniser les réseaux existants. Il ne faut pas laisser croire aux gens qui vous entourent, et ni même à vous, qu'il ne se passe rien. C'est difficile de moderniser un réseau. C'est très compliqué de moderniser un réseau parce qu'aujourd'hui, le seul RER B, c'est la totalité du trafic des TER en France. Et donc, si vous voulez toucher à l'amélioration d'une ligne comme le RER B, séquencer les travaux, moi, si vous donnez 1 milliard d'euros à l'ingénieur le plus compétent qui soit, il n'arrivera pas nécessairement à séquencer les travaux à concurrence d'1 milliard d'euros sur la seule année. Il va devoir le faire par tranche de 100, de 200 millions, par petites touches, pour ne pas vous embêter dans les mobilités de votre quotidien. C'est pour ça qu'aussi on ferme parfois, ils ferment, parce que ce n'est pas la Société du Grand Paris, c'est plutôt la RATP ou la SNCF sous l'autorité d'Île-de-France Mobilité. Mais voilà, et je plaide vraiment en leur faveur, d'abord parce qu'il y a beaucoup qui est fait sur l'amélioration des transports, il y a beaucoup qui est fait sur les matériels roulants, et il ne faut jamais oublier ce paramètre. Dernier petit point, et j'en aurai fini, sur les 30... Donc, bon, vous imaginez bien que les 24 milliards d'euros de la région Île-de-France, c'est une fiscalité évidemment francilienne, c'est normal. Les 38 milliards d'euros investis par la France en Île-de-France sont le fruit d'une fiscalité francilienne aussi. Donc, dans tous vos débats, dans tous vos dîners, dans vos familles, en France, en région ou ailleurs, quand on vous dira, je crois que je vous l'avais déjà dit ça d'ailleurs, voilà, salaud, il y en a que pour vous, le Grand Paris, tout ça. En réalité, non, c'est l'Île-de-France qui se paye son réseau, c'est l'Île-de-France qui finance sa propre transformation, c'est l'Île-de-France qui va évidemment en souffrir et en bénéficier au premier chef, bien que, et on aura l'occasion d'en reparler, les bénéfices pour la France vont être absolument considérables. L'Île-de-France est 32% du PIB, je vous raconterai les bénéfices quand on discutera ensemble. Voilà. Mais ne laissez surtout jamais penser que, que le budget de la France ou le budget des autres régions finance le développement de l'Île-de-France, parce que ce n'est pas vrai. Merci. Mick. C'est nous le Grand Paris.